Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au Café des experts économiques qui vous retrouve une semaine sur deux. Je ne dis pas un mardi sur deux parce qu'on est jeudi. On était succombé par l'actualité, voilà. Et on a succombé sous l'actualité, voilà, tellement il s'est passé de choses. Très content de vous retrouver, Reda Amrani Ouchlak. Ça va, ça se passe bien. Ouais. Moi, je sens que depuis que tu déroges un petit peu au confinement, tu vas mieux. Le moral mental se porte un peu mieux. Oui. Il faut sortir de temps à autre parce qu'autrement, le moral, on est sensible. Le confinement, touche au moral. Malgré qu'on a tout ce qu'il faut, hein, la télé, l'Internet, la presse, les livres. Oui, mais ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Ali, bonjour. Ali, tu as bougé dans le territoire national. Moi, c'est bon, j'ai décidé le déconfinement. D'accord. mais je sais que tu es très rigoureux sur le port du masque. Donc, j'ai repris les interventions physiques avec mes clients sur les sites et tout, en prenant des dispositions sévères. Voilà. Strict, très strict. Comme chez les coiffeurs. Pire que chez les Donc, ça fait plaisir que aussi, au niveau des unités industrielles, les gens prennent les choses très sérieusement. Donc j'ai pu voir ça de visu. Même dans la wilaya de Biskra? Je dirais surtout à Biskra, puisqu'il y a beaucoup de grosses boîtes. Parfois, il y a des cimenteries, il y a des unités agro-industrielles et tout ça. Biskra, ça bouge. Il y a une belle câblerie. Oui, et donc les gens sont très sérieux. Oui, cimenterie, investissement de Lafarge Holcim en partenariat avec un investisseur algérien. Plus une entreprise, une cimenterie purement privée algérienne, de capitaux algériens. Ouais. Ce qui fait qu'on est un peu en dépassement de capacité aujourd'hui avec le ciment, mais bon, ça c'est un autre débat. On en parlera. Il faut investir, il faut construire, et c'est tout. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un jeune pousse. Ça nous permet je me permets de présenter notre invité aujourd'hui comme ça. C'est un brillant universitaire, Hicham Rouibah, de l'Université de Paris 2, en détachement en ce moment à Marseille auprès de l'Institut de recherche en développement. Hicham Rouibah, marhaba bik. Très content. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous. Moi, il y a une intervention parce que c'est le premier point qu'on va traiter. Je ne l'ai pas encore décliné à nos amis auditeurs, le menu d'aujourd'hui. On va parler de la politique économique du gouvernement. On va essayer de comprendre si il en existe une, comment elle se déploie. Un des instruments qui permet de lire une politique économique, ce sont les lois de finances, c'est la politique de dépenses de l'État. Nous en avons un peu une première idée puisque la loi de finances complémentaire a été promulguée et donc elle nous donne une première indication sur cela. Et ensuite, on parlera de la capacité du gouvernement à mettre en route une politique économique. Et c'est peut-être la partie du débat la plus problématique et la plus névralgique aujourd'hui en Algérie. Hicham Rouibah, donc votre interprétation de cette loi de finances, vous dites l'austérité a commencé, mais on a réussi à la cacher aux Algériens. En fait, tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du texte, je précise juste que je n'ai pas fait d'études scientifiques par rapport à ce texte de loi, c'est-à-dire que j'ai fait une analyse plutôt subjective. Je n'ai pas envie de jouer sur ce statut de chercheur, parce qu'en fait, une recherche scientifique demanderait plus de temps et rentrer dans une perspective comparative et finir avec une réflexion plus aboutie. Donc, j'ai fait une lecture du projet de loi des finances, c'est-à-dire que je n'ai pas lu la loi qui a été publiée, mais ce qui m'intéressait, c'est de lire les motifs. Hicham, il faut faire attention, le micro bouge et ça fait des coupures. Il faut pas. D'accord. Ok. Donc je vais essayer de rester stable. Voilà. Donc je disais que je lisais. Je m'intéressais plutôt au projet de loi des finances et pas à la loi finale, parce que ce qui m'intéressait, c'était de lire les motifs exprimés. Oui, bien sûr. On est sur la philosophie du projet, pas sur le. Voilà. Pas sur la loi finale. Donc en lisant le projet, sur la forme déjà, on ressent tout de suite ce qu'on appelle en économie, en fait, dans les asymétries d'information, une sélection adverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confiscation d'informations où on présente de façon un peu trompeuse dans le style rédactionnel du texte. On ne dit pas clairement qu'on a perdu, par exemple, 900 milliards sur les recettes budgétaires. On dit que les recettes budgétaires ont basculé de tel montant à tel montant. Donc ça, on appelle ça en fait en statistique, dans ma formation intérieure avant de faire une thèse en économie, on appelle ça en fait une distorsion statistique. C'est-à-dire que vous essayez de... Une distorsion statistique, on n'a pas bien entendu, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, on fait une sorte... on essaie d'assouplir la réalité comptable
Et cette façon-là, en fait, elle trompe le lecteur. Et donc, lorsqu'on dit que vous avez... Qu'est-ce qu'on a voulu cacher? Elle a caché des réalités qui sont relatives à l'austérité budgétaire, mais c'est une austérité qui est non déclarée dans le texte. Lorsque vous perdez 900 milliards sur les recettes budgétaires, lorsque vous avez un écart de 260 milliards sur la fiscalité pétrolière et budgétisé et les ressources ordinaires, là, vous êtes de facto rentré dans une austérité budgétaire, mais ce n'est malheureusement pas dit de façon claire et précise telle qu'elle. Bon, après, on comprend, si on prend note en lisant le texte, on prend une feuille et un stylo et en faisant les comptes, on comprend très bien qu'on a perdu plus de 15% sur le PIB, que le trésor public perdra en fait 500 milliards. On comprendra aussi qu'on a une perte de plus de 17 milliards de dollars sur les exportations des hydrocarbures, soit 50% des entrées prévues pour l'année de 2020. Tous ces éléments-là, en fait, ne sont pas dits de façon directe dans le texte. Il faut les déduire en prenant note. Donc, ça, c'est disons le côté sur la forme du texte. Et après, sur le fond, ça s'est coupé. Il faut vérifier le son, hein, le son TAC. Hein. Oui. Théoriquement, là, je reste stable. Et sur le fond, lorsqu'on regarde les mesures en fait, avancées par les autorités dans ce projet de loi, on comprend qu'il y aura forcément des coupes budgétaires, mais on ne précise pas dans quel secteur il y aurait ces coupes budgétaires. Est-ce qu'on va toucher les ministères emblématiques comme le ministère de la Défense ou celui de Moudjahidine qui est tellement sacralisé et qui capte pratiquement 2 milliards de dollars chaque année. Donc ces éléments-là ne sont pas précis. Lorsqu'on annonce des coupes budgétaires, il faudrait préciser dans quel secteur. Mais de toute façon, ce manque de logique économique dans le texte, on le retrouve aussi dans les lois. Si on pousse, Hicham Rui, si on pousse l'analyse comparative, on peut savoir où est-ce qu'il y a eu des coupes budgétaires. Il faut juste comparer les affectations, les dotations par département versus loi de finances de 2020. Exactement, mais après, qui est touché. C'est exactement parce que sur le budget de fonctionnement et le budget d'équipement, c'est beaucoup plus. On remarque que c'est le budget d'équipement qu'on a essayé de faire des coupes budgétaires, mais lorsque je compare avec les autres projets de loi de finances qui se font en Europe, par exemple, même en Asie, lorsque je vois en Chine comment ça se passe, vous avez en fait une fiche comptable qui est précise. Attendez. Dans quel secteur lorsque je compare les lois des finances qui sont faites, par exemple, en Europe, j'ai lisé récemment une loi des finances en Suisse, au Luxembourg, même en Chine, un pays que je connais assez bien. Vous avez à la fin du projet de loi des finances, vous avez souvent une fiche comptable qui est précise, où s'il y aurait en fait des coupes budgétaires, dans quel secteur et dans quel ministère, et de façon précise. Idem pour les lois en fait concernant les nouvelles taxations ou les nouveaux impôts. Il manque cette fiche de prévision dans le projet de loi. Et on ne dit pas, par exemple, on augmente la taxe sur le carburant, combien ça va nous rapporter. Il n'y a pas en fait de chiffrage sur ça. Et si ça nous rapporte combien, dans quel secteur on va mettre cet argent. Et tout ça, c'est un problème de déontologie, en fait, de présentation de texte. Et c'est complètement absent. C'est-à-dire que il se lance sur des projets de loi, de fabrication de taxes sur la consommation ou sur le patrimoine, sur la fortune, etc. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus parce qu'entre la taxation sur la consommation, c'est des lois effectives, c'est-à-dire c'est facile à les faire appliquer parce que le citoyen il va les payer directement à la caisse. Lorsque vous augmentez le carburant, moi je vais le payer directement à la pompe. Mais lorsque vous mettez en place une taxe sur la fortune, on sait très bien avec le déficit institutionnel qu'on a, on aura du mal à le mettre en place. Donc on est là dans des lois effectives versus des lois symboliques. Les lois effectives, c'est le simple. Merci Hicham. Est-ce que le premier grief qu'on peut faire à cette LFC, c'est quand même de l'embrouillamie, c'est le manque de clarté, Reda, voilà, la lisibilité et la transparence, c'est peut-être le premier grief qu'on peut adresser à ce texte. Dans ce nouveau texte, on voit les coupures. On voit si, par exemple, il y a l'impasse budgétaire qui augmente. 900 milliards. L'impasse budgétaire augmente, mais les solutions amenées sont des solutions opaques. Mais on va directement vers la poche du citoyen. C'est le plus facile, le plus rapide à toucher. Comme il vient de le dire notre ami, cette loi sur les grosses fortunes ou sur les grands revenus, c'est opaque.
Et donc, on n'a aucun moyen de vérifier. Et en plus, elle est basée sur un prix du pétrole à $30. Personne ne maîtrise ce chiffre, ni s'il va aller vers le bas, ni s'il va aller vers le haut. Et donc, sur ça, on prend des décisions draconiennes. Et on touche à l'essence même de l'activité économique. Parce que dès le moment où vous réduisez le pouvoir d'achat, et au moment où le ministre du Commerce lui-même restreint, il a établi toute une liste de produits à ne pas importer, à consommer localement ou à produire localement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite, si vous voulez, du dinar vers l'étranger à travers l'importation. Donc là, vous réduisez le pouvoir d'achat du citoyen, vous le touchez, et là, vous empêchez ces mêmes entreprises de production locale d'avoir un marché conséquent. Et donc, le redémarrage de l'économie est totalement raté. Donc, les objectifs assignés à cette loi des finances ne seront jamais atteints. Et en plus de ça, on reste aussi dans cet archaïsme de la gestion budgétaire, il faut le dire. Aujourd'hui, je lis qu'on va présenter la loi de règlement budgétaire, je crois, de 2017 à l'Assemblée nationale. Alors, je pense que l'État doit s'imposer les mêmes règles qu'il impose aux citoyens et aux entreprises. C'est une entreprise. 2017, c'est l'année où M. Tebboune est passé à la primature comme Premier ministre. Peut-être, mais 3 mois. 3 mois sur 9, c'est sur 12. Non, le problème, c'est que aujourd'hui... Non, je voulais juste rappeler de manière perfide qu'elle a été Premier ministre de M. Bouteflika. Bien sûr. Mais ce que je voulais te dire, ce que je voulais dire à nos amis qui nous écoutent, c'est que l'État qui impose aux entreprises de présenter leur bilan le 30 avril, lui n'est pas capable ou ne s'organise pas avec toutes ses compétences et tous ses moyens pour nous présenter son bilan le 30 avril ou le 31 mai de l'année. Allez, Damrani, toutes ses compétences et tous ses moyens, on en reparlera tout à l'heure. Non, je n'anticipe pas, on parle de budget. Non, je dis exprès, peut-être que ce sont pas, peut-être qu'ils sont pas au niveau auquel tu les devines, tu les espères. Non, c'est très grave parce qu'on parle de loi des finances, on touche à la poche des citoyens. On empêche les entreprises d'avoir un marché et en même temps, l'État, lui, il est régalien, il ne rend pas compte, il ne présente pas son bilan. C'est important, moi je considère que c'est très important. Il faut que cette année, nous sachions qu'est-ce que l'État a fait du budget voté en 2019. Il faut donc changer la loi, y compris la loi fondamentale, et revenir à une loi de règlement budgétaire, c'est-à-dire au 30 septembre de l'année N+1, on doit savoir exactement et valider la loi de règlement budgétaire de l'année N-1. Et l'État doit s'aligner sur les autres citoyens. Et il a les moyens. Et pour le faire, il faut avoir un pouvoir parlementaire suffisamment fort pour l'imposer à l'exécutif. Non, il faut que l'État lui-même, avant d'imposer aux citoyens, qu'il s'impose les mêmes règles qu'il impose aux citoyens. On peut imaginer un Parlement qui refuse de voter une nouvelle loi de finances s'il n'a pas eu la présentation de la loi de règlement. Et ça, c'est une contrainte forte sur l'exécutif. Bien sûr. Voilà. Ali, je voulais te poser la question. Hicham Ribah nous a dit, qu'il y avait une partie qui était facile, captive de la taxe pour essayer de rattraper des revenus perdus par l'État. Tu as fait la route ces derniers jours, le plein, même diesel a changé, surtout diesel d'ailleurs par rapport. C'est surtout le diesel qui a changé et on le ressent à la pompe. Est-ce que l'austérité va être portée par les citoyens essentiellement finalement? Je crois que d'un point de vue politique, la loi de finances qui a été adoptée est une loi défensive. Donc ce n'est pas une loi orientée en direction de la relance. C'est une loi qui est orientée comme un défenseur qui prend la balle et la balance dans les gradins, en fait. Donc, c'est la défense. Donc, c'est essayer de compléter quelques éléments de revenus pour l'État, donc de recettes, évidemment en allant là où c'est le plus facile. On voit déjà que tous les gouvernements font ça. C'est normal, non. Dans le monde. Dans l'urgence, on va là où c'est le plus facile. Il faut bien distinguer de la notion d'urgence qui ne doit pas occulter le besoin d'une vision stratégique vers la relance. D'accord ? Donc on peut être pris dans des conditions d'urgence, mais on voit bien qu'il y a des solutions de facilité que le gouvernement, même le gouvernement précédent, avait essayé de chercher en éliminant les professions libérales de l'IFU. C'est du bricolage, c'est de dire voilà, les notaires touchent trop d'argent, on va les imposer plus, les avocats ils sont trop riches, on va leur prendre de l'argent à la source et tout. C'est des mesures qui ne répondent pas à l'ampleur
de la tâche. On avait déjà dit dans un CE précédent que déjà, pourquoi c'est Reda Amrani qui avait utilisé ce terme, de loi de finances déjà obsolète. Déjà obsolète parce qu'elle n'intègre pas tous les éléments Covid. Donc, toute la partie qui est liée au fait que nous avons un quasi-effondrement économique au niveau des PME, au niveau des circuits de distribution, beaucoup d'activités qui ont été immobilisées pratiquement 3 mois, et la loi de finances n'intègre pas du tout cette dimension-là. Et donc, elle est déjà dépassée de fait. Ça, c'est une première dimension, si tu veux, Hussein, du fait que cette approche défensive, basée sur des solutions qu'on peut considérer comme des solutions de phase, et l'absence de levier pour la relance. Les leviers financiers de la relance sont inexistants. Le deuxième élément qui est important est dû au fait que on continue à travers la loi de finances à ne pas avoir cette redevabilité du gouvernement. Et donc, un des éléments clés de politique économique, c'est que si le pétrole remonte, qu'est-ce qu'on fait du différentiel? Sachant que tous les gouvernements précédents ont pompé dans l'ex-FRR comme ils ont voulu. Enfin, là, on sait que ce qu'on va faire, on va financer le déficit. Oui, mais on est hors loi de finances. C'est-à-dire que... le FRR n'a pas été dissous. On peut remettre de l'argent au FRR. Ex-FRR, au sens que maintenant il est vide, il y a zéro. Oui. Quoi. mais demain, s'il se réalimente, de fait, par le différentiel, on a vu les gouvernements précédents pomper dedans comme ils ont voulu. Et donc, là aussi, il y a un problème de responsabilité, de redevabilité. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'on a reçu à la métier du direct à Radio M, l'ancien ministre des Finances, le père du FRR, Abdelatif Benachnou, professeur Benachnou, qui nous avait dit que quand il a créé le FRR, jamais il pensait que le gouvernement allait s'en servir de manière autonome et libre sans rendre compte au Parlement. Il avait dit ça. On ne sait pas s'il était resté aux affaires, s'il avait fait pas la même chose, mais il a relevé qu'il était utilisé de manière non légale. Illégal, parce que c'était cet argent. Personne n'en rendait compte de son usage. C'est grave, alors que la loi des finances définit les moyens mis à ça, c'est une autre époque, on avait les excédents, on est dans un autre scénario aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y avait pas de contrôle instauré qui a permis au gouvernement de dilapider ses ressources. C'est un sujet clé aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on a ramené le prix de référence à 30, la question se pose automatiquement. Ça veut dire que le pétrole va être au-dessus de 30 pendant un certain temps. C'est une garantie que le gouvernement s'est prise. Et donc derrière, le pétrole étant au-dessus de 30... Non, le 30 c'est la moyenne annuelle, on ne sait pas à la fin de l'année... Oui, évidemment, on parle en moyenne annuelle et on n'en sait rien, tout ça. Mais je veux dire qu'en prenant 30, il y a assez de garanties pour que ce soit au-dessus de 30. Et derrière, se pose la question du fait que le gouvernement doit rendre des comptes sur l'utilisation de ce différentiel qui va être constitué. Donc il y a ce problème de redevabilité. Hein. Ça, c'est l'exemple du FRR, mais derrière, il y a tout un problème de redevabilité, l'exemple dont tu as parlé, Reda, sur les lois de règlement, etc., qui pose problème. Et donc, loi défensive, d'un côté, absence de redevabilité, et le troisième élément qui consiste au fait que, jusqu'à aujourd'hui, dans les mécanismes qui sont mis en place, effectivement, on voit que le citoyen, c'est-à-dire que les mécanismes de financement moderne, de l'économie moderne, sont totalement absents. Donc on reste encore, on en a déjà parlé, dans des tabous sur des moyens de financement modernes de l'économie. On va revenir sur les coupes Hicham Ribah qui sont pas précisées. Hein, on va les évoquer dans un moment, mais par rapport à cette modernité qu'évoque Ali Harbi, donc vous êtes en Europe, les gouvernements européens ont pris des mesures de soutien à l'activité dans la crise Covid qui ont des impacts budgétaires, qui ont aggravé les déficits. On a fait sauter le 3% de Maastricht, plus personne n'en parle. On a accepté de faire tourner la planche à billets, la Banque européenne, la BCE est partante pour cela. Ça passe par quelles mesures ça donne quoi et pourquoi dans la loi de finances algérienne on trouve est-ce qu'on trouve quelque chose qui ressemble à cela, à des mesures de soutien? Peut-être qu'on les a ratées, nous, en étant plus concentrés sur les mesures de prélèvement. Non, pas du tout, parce que moi j'ai passé une semaine quasiment à lire les 85 pages du projet de loi des finances complémentaires. J'avais même lu la loi des finances de janvier 2020.
Donc il fallait dire que même avant cette loi complémentaire, ils avaient commencé à entrer dans cette politique de répression fiscale en augmentant déjà des taxations sur l'assurance auto, sur les véhicules gros cylindrés, sur même les timbres des cartes de résidence étrangère. En fait, il y avait des taxes aussi de domiciliation bancaire qui avaient augmenté même dans la loi de janvier 2020, les taxes sur les produits électroménagers, les taxes sur les ordures, sur le relèvement des ordures, les salles des fêtes, les RG pour les consultings qui ont passé de 10 à 26% de mémoire. Donc tout ça, ça a été déjà en janvier 2020. Et avec la loi complémentaire du mois précédent, on avait vu tout simplement une continuité, en fait, une extension de cette liste de taxation, en l'occurrence des taxations sur la consommation. C'est au chapitre Ça, c'est au chapitre des prélèvements. Est-ce que de l'autre côté, il y a des mesures de soutien à l'activité? Les mesures de soutien à l'activité, qu'est-ce qu'ils ont le sang, le sang, on perd le sang. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est de peut-être reprendre pour ne rien perdre de ce que dit Hichem. Vous entendez, vous? Mais il y a les baisses. On continue, oui. Donc, à la colonne des mesures de soutien. Oui, sur l'autre côté, de l'autre côté, vous avez en fait quelques, à mon avis, des mesurettes sur les échéances de déclaration d'impôts, sur les prélèvements d'impôts, etc. Mais il n'y a pas de mesure en fait de soutien à la relance économique. Il n'y a pas de mesure d'aide à apporter aux entreprises. Donc tous ces éléments-là que vous avez évoqués, qu'on avait en fait entamés dans certains pays européens, et qui des certains pays européens qui se positionnent en fait dans des démarches ultra-capitalistes. Nous, on associe toujours ce discours politique qu'on a hérité de la tradition socialiste, etc. Mais en réalité, c'est juste un discours symbolique. Mais on voit clairement que les entreprises privées et les indépendants sont laissés sans aucune aide. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes à l'abri. Si vous ne l'êtes pas, vous allez assumer le coût du Covid. Idem aussi pour les journaliers, idem pour l'économie informelle, etc. Donc tous ces paramètres-là sont quasiment absents dans la loi, dans le projet de loi des finances complémentaires, excepté ce que je viens de dire, les échéances de déclaration des impôts, la réduction sur les bénéfices, etc. Mais il y avait d'autres paramètres plus techniques concernant les petites entreprises sur lesquelles ils sont revenus dessus en disant, moi ce qui m'intéressait, c'était de lire les motifs justement exprimés dans le texte, c'est de dire qu'il y avait des impôts qui étaient excessifs auprès des PME. Mais ça fait déjà plus de 6 ans que les PME créaient au secours au niveau des taxations. Donc on ressent que c'est un pouvoir qui vacille, que c'est en fait un gouvernement qui se contredit aussi vis-à-vis des anciennes démarches, et surtout lorsqu'on voit que taxation comme celle sur le patrimoine qui a été remplacée par la taxe sur la fortune, on comprend clairement que c'est un échec de l'ancienne loi, et sans doute la nouvelle loi sur la fortune, elle sera tout de même un échec aussi, parce qu'on n'a pas de mesures statistiques, même pas d'outils d'évaluation de ces richesses-là, sachant qu'on a un taux de bancarisation très très faible en Algérie qui ne dépasse pas en fait les 45%. Donc on n'a pas de traçabilité pour estimer les richesses et les fortunes en fait. Et j'enchaîne parce que j'ai peur que la liaison se dégrade encore plus. Vous travaillez sur la Chine, vous travaillez sur la Chine, vous travaillez sur les entreprises chinoises qui sont présentes en Algérie, notamment dans la filière bâtiment. Je crois que c'est même le thème de votre thèse de doctorat. Est-ce qu'avec la réduction du budget d'équipement, parce que c'est surtout là que la coupe sombre ou la coupe claire a été décrétée, est-ce que ce n'est pas les entreprises chinoises qui vont être les plus grandes victimes de la baisse du carnet de commandes de l'État algérien? Sans doute, elles seront en fait affectées par ce contexte de crise économique, conjoncture, dire autre chose. Ça a été déjà le cas en 2015 lorsqu'on avait connu en fait une crise financière de celle de 2014. Il y avait beaucoup de projets de travaux publics qui ont été gelés, mis à l'arrêt. En l'occurrence, l'exemple de mon terrain de recherche précédemment. Cette fois, je crois que c'est parti c'était sur la pénétration. Oui. Donc en 2014 déjà, il y a eu des...
Oui, en 2014, il y avait déjà des gels de projets de travaux publics dans beaucoup de projets, en fait, beaucoup de chantiers chinois. En l'occurrence, la pénétrante autoroutière entre Bjaya et Bouillara, par exemple, qui a été mise à l'arrêt pendant des mois. Mais la caractéristique de ces entreprises chinoises, justement, ce qui représente un avantage concurrentiel et compétitif sur le marché africain, c'est qu'elles ont une trésorerie, en fait, un cash flow assez considérable. Donc, le Parti communiste chinois n'hésite pas, en fait, à financer ces entreprises-là, ces entreprises à capitaux publics. La majorité des entreprises chinoises présentes en Algérie, voire en Afrique, c'est des entreprises publiques. Et donc, elles ont cette capacité de fonction financière, de ressources financières, à continuer les travaux sans même être rémunérés par l'État algérien. Donc, il y a certains secteurs qui ont continué avec de l'argent chinois. Et en fait, c'est une forme d'endettement indirect qui a permis à beaucoup de chantiers de continuer sans qu'ils soient financés à temps. Et donc, on peut imaginer, pour clore ce chapitre, que par exemple, le port du centre, dans un contexte de rareté comme celui-là qui s'est aggravé, il va évidemment rester un port chinois. Et ben, c'est encore assez particulier, le port de Chalchal, puisque là, il s'agit en l'occurrence pas d'une prestation de service, mais d'un investissement chinois. Parce que c'est l'un des rares projets, en fait, parce qu'on a souvent tendance à faire cette confusion entre prestation de service et investissement, parce que la plupart des projets chinois, en fait, qui sont en Algérie, c'est des prestations de services, en fait. Lorsque l'État fait appel à une entreprise chinoise pour construire une nouvelle ville quelconque, c'est une prestation de service, c'est pas un investissement. En l'occurrence, le port de Chalchal est un investissement, et là, la Chine compte énormément sur ce port-là, parce qu'il s'inscrit dans ce projet des routes de la soie. Et la Chine, elle y tient énormément, et donc j'imagine qu'elle va essayer de maintenir son activité. On va parler des solutions. Je pense qu'Ali Harbi a bien introduit la discussion en disant qu'il y avait une loi de finances complémentaire défensive. Reda Amrani va nous parler d'une loi de finances complémentaire offensive. C'est un plan de relance. Non, cette loi des finances, on l'a dit. Ou un budget, on va parler plutôt d'un budget. C'est un budget, donc si vous voulez, on a coupé sur le budget d'équipement. Alors que le gouvernement lui-même dit que ce budget d'équipement, au niveau des communes, au niveau des collectivités locales, il n'est consommé qu'à 30%. C'est pour ça que j'ai lancé cette discussion sur la loi de règlement budgétaire. On ne sait pas ce qui est consommé réellement. Est-ce que c'est dû à l'incompétence? Est-ce que c'est dû au manque de ressources? Est-ce que c'est dû à l'atmosphère de suspicion qu'il y a au niveau de l'exécution des budgets? Et donc, il n'y a que 30% de ce qui est consommé. Et on continue encore de couper. Or, nous avons besoin pour sauver l'emploi, sauver l'économie, sauver même l'économie informelle, parce que l'économie informelle est totalement branchée sur ces programmes d'investissement, sur ces programmes de dépenses publiques. Et donc, tous ces petits métiers qui tournent, surtout dans la logistique et dans les petits métiers, et donc, tout cela sont bloqués. Il nous faut absolument un plan de relance économique. Et là, il ne faut pas être sorcier ou un génie. Vous n'avez qu'à examiner tous les pays qui subissent le Covid, c'est-à-dire le monde entier. Tout le monde a des plans de sortie de crise, des plans de déconfinement et des plans de relance économique. Et nous, chez nous, c'est le silence radio. On parle d'une loi des finances qui a été préparée en janvier et février et même en décembre, alors que les événements sont arrivés en mars, avril, mai. Résultat, je le répète aussi, elle est obsolète par rapport aux exigences et à la situation économique et surtout sociale. Nous allons avoir des explosions sociales. Gouverner, c'est prévoir. Et on pense qu'on va continuer à aller, on touche dans le portefeuille, dans le pouvoir d'achat des citoyens, on empêche les entreprises d'avoir un marché local qui puisse permettre l'écoulement de leurs produits, reprendre du chiffre d'affaires, on empêche le bâtiment de redémarrer, alors que c'est le seul outil que nous avons aujourd'hui pour pouvoir redémarrer. Et nous, on ne pense même pas à l'avenir. Ça veut dire un secteur comme l'agriculture, ou un secteur comme le tourisme,
où nous devons mettre les compétences, où nous devons avoir une vision très claire, une vision stratégique d'avenir, parce qu'il est impossible de rester avec un secteur de tourisme sous-équipé, sous-administré et aucune stratégie, alors que les grandes nations ouvrent leur pays, prennent des risques sanitaires pour sauver leur secteur touristique. Nous, on n'a pas de secteur. On a ajouté la TVA des hôtels, on a supprimé la TVA réduite. C'est pire. On a ramené dans cette loi de finances complémentaire. C'est ça, des TVA à 28%, je crois. C'est inimaginable. 9 à 19. Non, on est passé à 19 et je crois que même celle qui était à 25, on l'a passé à 28. Donc c'est une catastrophe sur le plan de la compétence. Ça veut dire que nous avons des gens qui prennent des décisions, qui les imposent à l'Assemblée, qui les imposent aux citoyens, sans qu'il y ait aucune simulation des effets directs et indirects de cela. Les gens qui prennent les décisions, qui les imposent, on va en parler dans quelques minutes. Auparavant, je voulais poser une question à Ali Harbi, mais me rendre d'abord le messager d'un de nos internautes qui nous suit, qui nous a fait la remarque. Il nous a dit, quand vous parlez de l'après-Covid, on a le sentiment que vous reproduisez un modèle de pensée. Vous attendez, je pense qu'il faisait surtout référence à Reda, mais vous attendez que le donneur d'ordre habituel se remette en route, la commande publique et l'économie algérienne comment fonctionne avec la commande publique. Et on a l'impression qu'on a un tissu d'entreprises qui sont dans l'attente que de ça. Et cet internaute nous a dit, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité quand même des PME dans leur capacité à se créer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services, à se débrouiller pour faire cette nouvelle économie et pas seulement attendre la commande publique, que la commande publique se remette en route. De toute façon, elle ne se remettra pas en route. Ali Harbi, qui est proche de ce tissu de PME, peut nous en dire un mot. Je pense que ce sont deux sujets complémentaires mais distincts. Parce que d'un côté, oui, effectivement, il y a un noyau dur dans le tissu économique algérien de PME qui dépendent de la commande publique et qui ne vont pas changer de modèle d'affaires, si tu veux, du jour au lendemain. Ces gens-là sont très sensibles. Moi, je les vois tous les jours. Ils me disent, écoute, non seulement on n'a plus de plan de charge, on n'a pas été payé depuis 2 ans. Je rappelle encore une fois que les PME du BTP et des autres métiers connexes qui étaient liés à la commande publique, pour certains d'entre elles, ne sont pas payées depuis 1 an et depuis 2 ans. Donc, il faudrait d'abord commencer par payer les gens. Et ils disent, on n'a aucune visibilité. Tertio, pour changer de modèle, il faudrait du temps. Parce que les gens peuvent aller sur d'autres activités ou sur d'autres segments de marché. Mais il faudrait d'abord, par exemple, libérer la promotion immobilière privée pour que les gens puissent rester chez la promotion privée qui est face à des contraintes monumentales aujourd'hui. Donc, premier sujet, oui, il y a des gens qui dépendent de la commande publique parce que c'est le résultat de 20 ans, des 20 ans de la politique de Bouteflika qui voulait s'acheter des clientèles. Il faut dire les choses comme ça. Bien sûr. C'est un schéma de clientéliste qui a été construit. Les gens sont dépendants de la commande publique. Ça ne changera pas tout de suite. Et donc, inévitable. Deuxième part de la question, donc, et deuxième part de la réponse, effectivement, les gens doivent se prendre en charge, doivent changer de modèle. Et c'est là où, justement, les gens s'appuient sur un plan de relance. Quand je dis plan de relance, ça ne veut pas dire seulement sur budget de l'État. Le plan de relance, comme on parlait de modernité de l'ingénierie financière, c'est de chercher d'autres ressources financières dans le privé, à travers l'emprunt, etc., à travers des nouveaux mécanismes bancaires, à travers les IDE, à travers l'emprunt international sur les thématiques économiques. Tout à l'heure, on parlait d'investissement chinois sur Cherchel, enfin sur El Hamadi, quoi. Il y a plusieurs instruments. En fait, ouvrir de nouveaux marchés et de nouveaux modes de financement. Oui. Il y a plein de marchés qui sont interdits au privé aujourd'hui. Et c'est là où la PME, parce que les grosses boîtes, même les grosses boîtes, mais disons qu'elles ont plus de possibilités managériales, de se repenser, mais la PME... On peut illustrer, juste en une seconde, allez, je me permets d'en dire un mot. Aujourd'hui, Radio M est une radio sur le web, qui a un potentiel, qui a un public. Si demain on ouvre au privé la bande FM, nous on peut investir, on est à 30 ressources, on peut passer à 300 ressources pour avoir un réseau national, etc. Avoir une télévision dans un cahier des charges, etc. Et donc une industrie des médias qui pourrait employer. Bon. Ce que fait le gouvernement, c'est l'inverse. On parle aussi de la culture, on parle du pharma, on parle de tout. Vous l'appelleriez plan de relance d'ouvrir comme ça? C'est un élément, parce qu'il faut ouvrir. C'est une nécessité. Il faut ouvrir.
On n'a pas d'autre solution aujourd'hui. Il n'y a pas. La Banque d'Algérie, il faut le dire, a fait dernièrement les efforts qu'il faut. Elle a baissé à 6% le taux de refinancement des banques. Ça veut dire que les banques maintenant ont les moyens de pouvoir donner des crédits avec très peu de ressources. Mais elles ne le donnent pas. Non, mais attention. Le banque ne le donne pas, je vous le dis. Mais je dis, voilà, elles n'ont plus à dire la Banque d'Algérie m'empêche. Le taux d'intérêt. C'est le procureur qui empêche. C'est la peur d'aller. Non, mais il faut dire les choses très oui, mais non, attention, laisse-moi développer, s'il te plaît. Les comités de crédit ont toujours peur du procureur. Mais justement, pourquoi ces comités de crédit? Toujours, ce qu'il y a lieu de savoir aussi, même le taux d'intérêt de la Banque d'Algérie a été baissé à 3%. Donc ça veut dire que nous avons, si tu veux, l'encadrement financier nécessaire pour débloquer le financement de la relance économique, le financement surtout des PME qui sont actuellement, primo, elles n'ont pas de marché, et secondo, elles n'ont plus de fonds propres avec l'arrêt de l'activité. Donc, on peut les ressourcer, soit en leur donnant des crédits de fonctionnement très rapidement. Mais ces banques-là, il n'y a pas que les banques publiques. Les banques privées n'ont pas besoin de ce comité de crédit qui est systématique et spécifique à la gestion bancaire algérienne. Donc, elles sont sur l'extraterritorialité. Il y a beaucoup de banques étrangères. Lorsqu'il s'agit d'importer, tout le monde s'adresse aux banques étrangères parce qu'elles ont des facilités, elles ont des réseaux à l'étranger. Mais lorsqu'il s'agit de refinancer l'exploitation, il faut aussi passer par ces banques étrangères et les mettre en concurrence. Leur PNB ne leur permet pas d'être un acteur important dans le Non, mais la Banque d'Algérie vient de leur résoudre ce problème. Elle leur permet, avec 6% de ressources, de financer l'économie. Donc, il faut les mettre en concurrence. Et comme ça, parce que nos banques publiques, si elles n'ont pas le coup de fil, si elles n'ont pas la sécurité, le double ou triple filet de sécurité, elles ne fonctionnent pas. Alors, il faut... Alors, messieurs, oui. On a une filière qui est, de mon point de vue, un indicateur de ce que pourrait être une politique industrielle du gouvernement. C'est une filière où on a l'archétype de ce qu'il ne fallait pas faire dans les années Bouteflika et dans lequel on peut tester ce qu'on pourrait faire dans une nouvelle politique. C'est la filière mécanique automobile qui annonce aussi ce qui peut se passer dans les produits blancs, les produits électroniques, etc. Le ministre actuel, Farhat Ali, pour l'avoir annoncé bien des fois sur ce plateau même, à la place de Reda Amrani, qu'il allait démanteler, qu'il fallait démanteler, là, il ne savait pas qu'il allait devenir ministre à ce moment-là, qu'il fallait démanteler cette filière parce qu'il y avait un manque à gagner au niveau des revenus douaniers et des revenus fiscaux, parce que c'était un détournement, etc. Bon, ça c'est fait. Promesse électorale, entre guillemets, tenue. C'est fait. Mais on a le sentiment que dans le même moment, il n'y a pas de véritable projection pour faire une politique industrielle dans l'automobile ou quelque chose qui lui ressemblerait, dans le poids lourd, dans l'utilitaire, etc. Et on est peut-être en train de revenir à l'ancien système. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Avec le métier de concessionnaire, qui est un vrai métier respectable, c'est un métier de service dans lequel il y a aussi la maintenance. Et puis, pour l'assemblage, pour les ambitions industrielles, peut-être attendre plus tard et repasser à peut-être toute autre chose, amener un constructeur qui ferait des voitures en Algérie selon un modèle qui est un peu éprouvé et connu dans le monde, en Turquie, en Égypte et au Maroc, celui de la plateforme offshore qui permet d'attirer un bassin de sous-traitants. Est-ce que finalement, il y a plus d'idées pour stopper ce qu'il y avait que d'idées pour faire quelque chose de nouveau? Je peux oui. Ma question, c'est justement, est-ce que finalement, on ne reste pas sur sa fin? Arrêter l'ancien modèle, oui, c'était facile. Il fallait arrêter. Oui, il fallait arrêter. Mais sur le nouveau, on n'a pas... Non, il n'y a pas... Je pose la question d'abord à Ali parce qu'il voulait dire un mot sur la filière. Un mot, je vais être rapide. Reda pourra apporter son grain de sel, comme on dit. Et Hicham aussi, on ne vous a pas oublié, Hicham. Il fallait arrêter parce qu'on était vraiment dans la Casa del Moradia. C'est le cœur un des éléments cœur de la Casa del Moradia. C'était bien le hold-up du secteur automobile qui a eu lieu. On reconnaît bien Herakles qui a fait oui. Oui, ça c'est le premier élément. Et donc effectivement, il fallait arrêter le massacre et voilà, c'est fait. Aujourd'hui, un élément positif dans la loi de finances complémentaires, c'est qu'on a réouvert la possibilité d'assainir, c'est-à-dire de bien distinguer 3 étages avec des fiscalités différentes. L'étage de la revente en l'état, sur laquelle, rappelons que le 51-49 reste maintenu.
D'accord. Donc c'est pour les concessionnaires nationaux et internationaux, mais en association. Nous avons une fenêtre pour le SKD, parce que les gens vont éviter la taxe supplémentaire, mais n'éviteront pas les taxes douanières et la TVA, donc c'est à l'intermédiaire. Et la troisième catégorie, c'est pour les véritables industriels qui auront un taux d'intégration conséquent, sur lesquels il y a des aides à la fois pour l'assembleur et pour le fournisseur de composants. Donc il y a trois. Donc on voit fournisseur de composants domestiques. Local, évidemment. Donc je crois que déjà on ouvre des canaux. Maintenant, ce qui manque, si vous voulez, c'est pas tellement, encore une fois, du ressort de la loi de finances. Donc, on tourne la page de la loi de finances, c'est un ressort de pure vision stratégique. D'accord. C'est vrai que le sujet automobile, là, il est un peu fantasmagorique, comme on dit. C'est-à-dire qu'on construit beaucoup de fantasmes sur la question parce qu'on considère qu'on est un marché important, parce qu'à un moment donné, on avait le pouvoir d'achat pour acheter des voitures, et comment ça se fait qu'on achète des voitures importées, parce que les Marocains le font, les Égyptiens le font. Et donc, ça crée une sorte... Mais en réalité, est-ce que le secteur automobile, dans sa version classique, moteur thermique, est réellement un business intéressant pour l'Algérie? Moi, aujourd'hui, dans le contexte de 2020, j'aurais dit une chose différente en 2014, en 2020, je dis non. Pourquoi non? C'est-à-dire, donc, même s'il y a des aides et tout, il ne faut pas s'attarder sur le sujet. Ce n'est pas le cheval de bataille. Je vais dire pourquoi. Le marché mondial, il est saturé. Les surstocks, tous les producteurs ont des stocks importants. J'ai vu la dernière fois sur Facebook une image en drone où on a une mer de voitures en stock. Une mer de voitures en stock. Les capacités de production sont... je souris parce que... Excédentaire. Je souris parce que je disais, bon, on ne va pas arriver au scénario du pétrole de New York où il fallait payer pour déstocker. Bon. On risque. Mais bon, je ne sais pas. Troisième, l'élément, la capacité, elle est là, installée ailleurs. Elle existe, elle est excédentaire. Et le troisième élément, tous les constructeurs sont en difficulté, à cause notamment du Covid, mais il y en a qui étaient en difficulté avant. Et il y avait des concentrations qui se préparaient parce qu'il y en a des gens qui allaient carrément couler, quoi. Et donc il y avait des concentrations en préparation dans le secteur, des consolidations sectorielles. Et donc finalement, aujourd'hui, le contexte n'est pas favorable à ce qu'un investisseur étranger vienne pour développer encore plus de capacités, de développer plus l'offre. Donc ça, c'est un élément de contexte international qui est défavorable. Donc où est la fenêtre d'opportunité? Elle est dans le disruptif. Le disruptif, c'est les nouvelles technologies, c'est-à-dire les voitures de demain, pas les voitures d'aujourd'hui. Donc tant que, et là, Farhat Attali le dit, donc on est assez sur la même longueur d'onde sur le sujet, il faut maintenant préparer les conditions pour être un acteur de la voiture de demain. Pour être un acteur de la voiture de demain, et c'est là où on revient à la critique envers le gouvernement, ce n'est pas l'approche fiscale. Ce n'est pas l'approche passive de dire « moi, je me désiste de la fiscalité ». Tous les pays sont prêts à se désister de la fiscalité pour ramener un Volkswagen ou bien un Ford. Donc, au Rwanda, peut-être que les gens auront plus d'avantages. Ou en Éthiopie, ou au Nigeria. Aujourd'hui, les gens sont en train d'investir dans l'automobile au Nigeria. Donc, ce n'est pas une question de fiscalité, c'est une question d'autres facteurs de compétitivité et d'autres avantages comparatifs qu'on doit mobiliser. Et c'est là où on doit changer le logiciel, encore une fois. C'est-à-dire que l'approche, elle doit se dire sur quoi je dois me baser pour être soit plus compétitif, soit avoir un avantage comparatif qui fasse que les gens doivent venir vers moi. Et c'est là où on doit travailler sur les problèmes de batterie, sur les problèmes de moteurs à hydrogène, les batteries au sel, les nouvelles technologies, l'allègement des véhicules. Et c'est là où ce n'est pas une question de se dire « moi j'ai ouvert les conditions et donc les gens peuvent venir maintenant ». Donc je crois qu'il faut qu'il y ait un cœur d'ingénierie que pour le moment nous n'avons pas, au vu des cafouillages précédents. Il est clair que le cœur d'ingénierie, il existe peut-être à l'extérieur dans l'expertise privée, mais il n'est pas dans le logiciel du gouvernement pour le moment. Reda? Je partage ce point de vue parce qu'on est en pleine restructuration industrielle et technologique de l'industrie automobile. C'est le grand virage qui se fait, il est immanquable. À partir de 2025, la majeure partie des voitures qui seront construites seront des voitures électriques et à partir de 2030, ce sera au-delà de 80%. Donc nous avons aussi, pour nous c'est un avantage. Si pour autant nous avons une vision stratégique dans ce domaine-là et nous avons notre instrument
de cette vision stratégique. Sachez que comme tous les autres secteurs, filières industrielles, nous n'avons pas un centre d'activité industrielle pour l'industrie automobile. Un centre de technologie qui regroupe l'université, les écoles d'ingénieurs, les constructeurs, les distributeurs, l'État, les banques. Donc, nous n'avons pas... On a un cluster de gens d'automobile, ils sont à l'Harrach. Non, s'il te plaît, les choses... Je parle des acteurs de l'ancienne association, des importateurs de véhicules, des assembleurs qui sont tous malheureusement, pour eux, en prison. Mais ceux-là ne sont... Je parle de centres techniques, l'industrie, ces espaces intermédiaires qui sont nécessaires pour développer des politiques industrielles et pour avoir une vision stratégique pour chaque filière. Nous ne les avons pas. Allez en Turquie. Il y a des espaces intermédiaires dont je parle avec cette constitution, université, recherche, développement, commerce, production, pour toutes les filières. Et ce sont elles qui émettent les normes et qui émettent la vision et qui font même les simulations. Ils ont des outils de simulation du développement et technologique et commercial et aussi sur le plan des goûts et du marché, comment évolue le marché. Nous ne l'avons pas. Donc pour l'automobile, c'est encore pire. Or aujourd'hui, si nous avons cette chance, nous, le problème que nous avons comme avantage et que beaucoup de pays n'ont pas, on a un marché, qu'on le veuille ou non, il y a 6,5 millions de voitures, il y a un marché de renouvellement, ne serait-ce que de ce parc. On a le plus grand réseau routier goudronné d'Afrique et même du monde, parmi les plus grands réseaux avec le grand pays que nous avons. Donc nous avons l'infrastructure, nous avons la demande, nous avons aussi une demande réelle parce que, je vous donne un chiffre global, ça ne paraît pas, mais il y a tous les ans 350 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui arrivent sur le marché du travail. Faites un sondage, posez la question à tous ces gens-là quand ils vont prendre la première des choses, trouver le travail. Deuxièmement, sur quoi ils vont investir? Sur le logement et la voiture. Parce qu'ils sont 350 000 nouveaux tous les ans, hein. Donc vous voyez, il y a cet aspect socio-économique qu'on ne prend pas en compte. Et aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions fiscales, des solutions réglementaires. Mais ça me rappelle aussi la destruction du groupe Khalifa. Je vous assure, le groupe Khalifa avait une banque qui était complètement différente du fonctionnement des autres banques et a amené de l'oxygène à l'économie. Eh bien, on a assassiné cette banque, on a jeté le bébé, le bain et la baignoire avec. Or aujourd'hui, on fait la même chose avec ces usines de montage. Il faut réfléchir. Chaque usine de montage, c'est 1200 travailleurs au moins. Ça, c'est une réalité. Donc, je réfléchis entre ce potentiel, cette formation, parce que monter des voitures... La loi de finances complémentaire ne leur interdit pas de poursuivre l'activité. Hein. Mais ce que on s'entend bien, on n'interdit pas. Il y a pas mais c'est tout con. Ils perdent des avantages fiscaux. D'ailleurs, à ce sujet, on aurait pu évoquer le cas de Renault SNVI. Oui. Est-ce que ça pourra continuer avec la disparition des avantages fiscaux mais je voulais avancer dans la discussion. J'avance. Ce que je dis, il ne faut pas jeter tout ça. Développer. Le manque qu'il y avait auparavant, il n'y avait pas d'aide ou de stratégie, si vous voulez, à l'industrie de l'équipement automobile. Aujourd'hui, la fiscalité permet à tout monteur automobile de s'adresser aux usines d'équipement automobile locales qui, dans les produits, sont défiscalisés. Là, on donne un avantage d'un côté, mais on étouffe le consommateur, l'utilisateur de cela. Donc, il y a une vision, si vous voulez. D'un côté, on favorise, de l'autre, on assassine les lignes de montage. Non, il faut développer les deux et avoir une vision positive, mais surtout profiter de ce changement technologique, de cette restructuration. On ne va plus investir dans les grandes usines de moteurs, les grandes usines de boîtes de vitesse. On va continuer à investir dans les usines d'amortisseurs, de jantes, de systèmes de freinage, d'équipements On peut à l'occasion relever qu'il y a un opérateur algérien, Iris, qui a lancé une usine de pneumatiques. Parce qu'il y a un Turc qui veut investir dans une usine qui a le projet qui est prêt pour une usine de jantes en alliage. Donc, immédiatement, vous allez avoir la jante et le pneu.
Vous comprenez? Donc on est en train, pour les batteries, on peut encore développer les nouveaux types de batteries pour les voitures électriques, parce qu'il y a une quinzaine d'usines de batteries en Algérie. On peut les restructurer industriellement et produire les futures batteries pour la voiture électrique. Hicham Ribah, est-ce qu'on peut imaginer, on est passé au téléphone avec Hicham Ribah, hein? Allô? Oui, je vous entends. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, dans l'interland du port-centre de Hamdani à Chachel, qu'il y ait un grand acteur, Great Wall, par exemple, de l'automobile chinois, qui nous fasse la voiture de demain? Parce que justement, il sera dans un environnement attractif, un peu comme décrit par Ali Harbi, un environnement où la compétition fiscale seule ne compte plus. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Bon, avant de répondre sur cette question-là de la présence chinoise, j'ai pas suivi toute l'intégralité de l'intervention de vos invités. Mais avant cela, vous avez abordé un sujet sur l'ouverture et sur le financement, en l'occurrence le financement étranger. Moi, je me pose des questions en fait sur la capacité institutionnelle du marché algérien à recevoir ce financement. Dans un marché où vous n'avez pas en fait de justice indépendante, vous n'avez pas bien payé, vous n'avez même pas d'autorité de la concurrence, vous n'avez pas en fait un moyen pour protéger l'innovation et la droit de propriété. Donc j'ai du mal en fait à imaginer un projet sur cette approche-là. Et puis sur la question de l'automobile chinois, en l'occurrence à travers le port de Chachel, la Chine a toujours essayé en fait cette intégration de l'auto en Algérie, mais elle n'a jamais réussi en fait à s'imposer comme telle. Mais tout simplement en fait il manque à mon avis un repère stratégique sur l'avenir de l'automobile en Algérie. Alors, vous avez en fait un expert en industrie et un autre en développement durable. Parce que vous avez que vous voyez que tous les grands constructeurs sont en excédent de stock d'une part, et ils sont en fait orientés vers l'hybride et vers l'électrique, etc. Et que nous en Algérie on reste sur le classique et qu'on est en fait en déficit d'infrastructures. C'est-à-dire nos grandes villes ont l'incapacité de recevoir des véhicules en fait en grande quantité. Je vois mal comment en fait les opérateurs étrangers, en l'occurrence chinois, parce qu'ils ont essayé même avec des marques chinoises, mais sous maquette en fait d'autres opérateurs à la fois américains, européens, etc., de s'imposer en fait dans le marché algérien. La Chine maintenant se tourne vers d'autres marchés africains qui sont vierges, en l'occurrence le Cameroun, le Congo. En Afrique du Sud, ils sont déjà bien implantés, mais en Algérie, moi, personnellement, pour avoir discuté avec un conseiller du bureau du Parti communiste chinois, qui m'avait dit clairement que la Chine n'envisageait pas, sur le court terme, d'intégrer le marché de l'auto comme elle avait essayé de le faire il y a 5 ou 10 ans. Ah, ça a l'avantage d'être clair. Alors, on a raté des tournants. On a raté beaucoup de tournants. Alors, on a raté aussi la deuxième partie de notre discussion. On va en dire quand même un mot, oui, parce qu'on est resté beaucoup sur la première partie qui s'est portée d'elle-même. Hein, en roue libre, on a décortiqué la politique du gouvernement telle qu'elle a été déclinée à travers la LFC. Un mot quand même, parce que c'est un débat qui va être revenu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a au niveau économique un pilote dans l'avion? Qui décide Alors on a dit il n'y a pas de plan de relance. Personne n'y a réfléchi. C'était le rôle de qui d'y réfléchir? Le rôle du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le rôle du président Abdelmadjid Tebboune, le rôle d'un des ministres. On n'a pas un ministre de l'économie. Qui a fait cette omission? Je pense que c'est le chef du gouvernement, c'est lui qui doit être le pilote dans l'avion dans ce domaine-là. Parce que lui, il est face à la situation sociale et la situation économique, comme il est face à la situation sanitaire où tout le monde, il y a une mobilisation. Là, il doit aussi se mobiliser pour l'après-crise sanitaire. Et il doit réfléchir. Et non, il doit réfléchir et passer à l'action. Parce qu'on n'a plus le temps. Mais pour passer à l'action, il faut déjà avoir une conception de ce qu'il faut faire. La dernière fois, on a discuté qu'on a un outil qu'on n'a plus en Algérie. On a mis un ministère de la prospective, je crois, et ministère de la... Mais on n'a pas un commissariat au plan. On n'a pas une structure indépendante, autonome et qui est pérenne, qui a le temps et les capacités de réfléchir à l'avenir et de proposer des solutions pour le court terme, le moyen et de gérer
la mise en œuvre de ces solutions, de corriger les dérives et d'informer le chef du gouvernement, la présidence, les différents ministères sectoriels de leur situation. On n'a pas cet outil. Est-ce que c'est pas aussi, messieurs, une question de capacité en termes de managérial, en termes de ressources humaines? Je sais que, Ali, tu as créé avec les amis de Caire l'Institut de Hawkama, donc de l'entreprise, mais est-ce qu'on n'a pas le même problème de gouvernance, gouvernance au niveau des ministères, au niveau de la haute administration pour concevoir les politiques publiques? Je pense par exemple au ministère de l'Industrie où sévit aujourd'hui. Alachi Séville, il est là, il mène sa mission. Farhad Haïtali, on n'a pas le sentiment qu'il y a une équipe. Je ne sais pas, enfin, il a peut-être mis... je cite juste un exemple. Il y avait Choubi qui partage l'optimisme sur les besoins du marché automobile. Achaïbou, pardon. Achaïbou, c'est pas Achaïbou. C'est Abdelrahman, donc président de LCCOM, qui nous expliquait que... voilà, en termes de dialogue avec le ministère, c'est pas fluide. Les autres acteurs des autres filières électroniques, là où il y a de l'assemblage, etc. Voilà, il y a un problème d'interlocuteur et il y a la volonté politique, mais il y a aussi peut-être un problème de compétence. C'est le problème de compétence. C'est un sujet assez complexe. Donc, d'un côté, des compétences individuelles ont existé et existent. Individuellement, les gens peuvent présenter de la compétence individuelle. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que peut-être pendant 30 ans ou plus même, on a déresponsabilisé les gens et empêché les gens de s'exprimer. Donc, je crois que après, les gens, au bout d'un moment, ils disent « moi, j'attends ma retraite et puis je ne bouge plus ». Donc, il faut bien comprendre que la question n'est pas seulement une question de compétence individuelle de la personne. Moi, il y a un concept qui me plaît, c'est ce qu'on appelle l'incompétence systémique. L'incompétence systémique, je ne dis pas systématique, je dis incompétence systémique. C'est-à-dire qu'on a créé un système où les gens se bloquent les uns des autres. L'absence de prise de décision, les mécanismes de clientélisme, les mécanismes d'allégeance à des politiques du moment, parce qu'on a bien vu des cadres supérieurs de l'État, dans des ministères et tout ça, à un moment donné dire « je ne suis pas d'accord, mais je ne peux rien faire ». Parce que les gens ne peuvent pas clasher, démissionner, etc. C'est rare. Et donc, finalement, on a bloqué une mécanique, une machine qui a fait qu'ensuite des gens partent, vont dans le privé, vont à l'étranger, retournent à l'université pour enseigner et se disent, moi, la responsabilité, j'en veux pas. Donc, aujourd'hui, on a atteint un fin de cycle et on a une architecture gouvernementale issu de l'ère Bouteflika, mais pas que de Bouteflika, parce que ça a commencé beaucoup plus tôt, d'accord. Je crois que ça a commencé dans les années 80 avec l'arrivée de Chedli, qui avait des comptes à régler, enfin l'équipe qui était derrière avait beaucoup de comptes à régler avec le secteur public, avec toute une administration et tout ça. Et donc, on est dans un fin de cycle. Il faut réinventer la fonction de gouvernance en Algérie, donc la gouvernance de la chose publique d'abord. Gouvernance économique. Voilà, gouvernance économique. Il faut réinventer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, dans le schéma de déliquescence de l'appareil étatique, l'exemple que tu as cité maintenant, le fait que des responsables économiques, des acteurs économiques, ne trouvent personne en face. Parce que justement, on n'a pas d'instrument, on n'a pas de task force. Soit global, il y a vraiment une delivery unit auprès du Premier ministre ou une véritable task force qui puisse être un élément de dialogue aussi, parce qu'on trouvera des têtes, si vous voulez, des compétences de haut niveau pour parler aux gens. On n'a pas de centre technique, on avait parlé des centres techniques qui peuvent ramasser de l'intelligence. Le CNES est à l'arrêt. Oui. Alors que c'est un organe indispensable. Le CNES, l'INESG, oui, sont à l'arrêt. On a tout arrêté. On a des instruments à l'arrêt, je vous dis, les 20 dernières années. Parce qu'on a essayé de redresser la situation des années 80 avec la loi sur les capitaux marchands dans laquelle j'ai participé activement, la mise en place de holding, la mise en place de conseils. Et on a mis en place une contractualisation des relations entre les banques et les entreprises et qui était sous le contrôle des conseils de surveillance, des organes de gestion des entreprises. On a libéré les gestionnaires. Arrivé Bouteflika, arrivé Tmar, reprise du pouvoir par tous les ministres, chaque ministre qui arrive, et surtout il vient et c'était des partis qui déléguaient, chaque ministère était attribué à un parti. Résultat, ils en ont fait un outil de clientélisme, un outil de soutien, et donc une reprise de la gestion du système
c'est-à-dire l'industrie veut se régérer toute l'activité industrielle, ce n'est plus les entrepreneurs publics ou privés, c'est le ministre qui décide. L'agriculture, c'est la même chose, le commerce, les travaux publics, un peu le transport. Donc, on s'est retrouvé avec un système de clientélisme. Il n'y a plus la compétence qui prévalait. Il n'y a plus la décision autonome du gestionnaire qui est là et qui prend des risques et qui avance et qui construit son entreprise et qui gagne des batailles sur le plan du progrès, de la concurrence et des gains économiques. Parce que gagner de l'argent, une entreprise est faite pour faire de la plus-value et récupérer de l'argent, créer de l'emploi et de la croissance. Donc, toutes ces choses-là nécessaires et qui font la base de l'entreprise ont été abandonnées. Au niveau des ministères, on a dit aussi à l'époque qu'il n'y a pas de stratégie. Ils ont essayé de développer des stratégies, mais chaque ministre qui vient oublie ce qu'a fait son prédécesseur. Et comme c'est des ministres qui se sont accaparés tous les pouvoirs, l'appareil économique s'est trouvé délaissé. Et même les entreprises privées qui avaient des velléités de développer l'activité productive, l'activité recherche, développement et innovation, ils ont dit pourquoi je vais me casser la tête, je vais faire de l'import, mon activité productive va être 5, 10, 15% et 80-85% de mon activité, ça va être l'importation et donc c'est plus facile de faire de la plus-value et ça me permet d'être gentil, correct avec mon chef, avec mon ministre. Et donc, on a créé cette ambiance, ce système, comme vient de dire Ali, c'est quelque chose de systémique. Savoir qu'est-ce que souhaite le ministre, qu'est-ce que souhaite le Premier ministre, qu'est-ce que souhaite... Ce n'est pas ce que souhaite l'économie, ce que souhaite le développement, la concurrence. Ce n'est pas la bataille pour croître, pour créer de la richesse. Non, c'est comment je peux subsister à mon poste. Quels sont les meilleurs moyens? Et donc, c'est des rentes qui s'établissent. Et à ce moment-là, on a eu toutes ces dérives avec ces oligarques et ces banques. L'incompétence collective, c'est une incompétence politique. Et face au combat, aujourd'hui, on est en pleine tempête, on est en plein désarroi, la baisse des revenus pétroliers qu'on n'a pas su anticiper par une diversification de l'économie, parce qu'on n'avait plus d'économie, et on n'avait plus de pilotes dans l'avion, et surtout, on n'avait plus de compétences. Les compétences individuelles sont parties. Les compétences collectives ont été disloquées, y compris dans les usines. Allez dans les usines aujourd'hui, chercher les services méthodes, les services contrôle. C'est terrible. Ça fera l'objet peut-être d'un on va dire sous le mode histoire. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Il y a des gens qui vont dire que Sellal, en 2015-2016, il a pris dans la gueule la chute du pétrole. Il a mis une task force en place pour nous faire une courbe des dépenses budgétaires. Il allait commencer à réformer. Et c'est parce qu'il allait commencer à réformer. Alors je vous vends le récit des amis de Sellal. Oui, c'est mes amis. Voilà, je fais mon travail de journaliste. C'est parce qu'il a commencé à faire cela qu'il a été débarqué. Et qu'on a ramené quelqu'un qui a une politique, une vision de la politique qui est plus étatiste et qui est plus, disons, les doigts sur la couture. Il s'agit d'Abdelmadjid Tebboune qui voulait ne pas réformer et changer s'attaquer à la Saba comme étant le principal à la Saba, aux amis d'affaires d'une partie du système. Et donc, l'explication, c'est qu'il y avait un pilote dans l'avion, c'est maintenant qu'il n'y en a plus. On a essayé de ramener, si vous voulez, un équipage pour aider le commandant de bord. Puis après, on a débarqué le commandant de bord et l'équipage. Donc, les 5 experts qui pouvaient amener une nouvelle vision plus moderniste, plus jeune surtout. C'était des jeunes qui ramenaient quelque chose de nouveau à l'Algérie. On les a empêchés. Je n'étais pas totalement... Ce sont des amis, moi. C'est des gens avec qui je débattais. C'est des gens, mais qui avaient des idées innovantes, des idées jeunes, que nous n'avons pas. Nous, par notre culture ou notre usure. Surtout, on va revenir sur ce sujet parce qu'on ne peut pas l'effleurer de cette façon-là sur la capacité du gouvernement, sur l'animation, sur la faiblesse politique des projets et sur tout simplement la qualité de la ressource humaine de la haute administration algérienne pour mettre en œuvre des politiques, quelles qu'elles soient, pour les mettre en œuvre et faire en sorte qu'elles aboutissent. On aurait pu aussi profiter de la présence avec nous aujourd'hui d'Hicham Rubah pour savoir comment font les Chinois avec la commission de planification du Parti communiste chinois dans la mise en route des plans de développement.
Hicham Rubah, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette émission. On est arrivé à la fin. Merci. Merci à vous. Je m'excuse pour le coupure. Non, mais c'est pas de votre faute. C'est les aléas de ce type d'émission. Merci Reda Amrani d'avoir fait le déplacement. Merci à Ali Harbi. Les experts du Café Expert économique seront de retour dans 15 jours. J'espère cette fois-ci un mardi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez mieux compris les enjeux de la loi de finances complémentaire. Nous vous donnons rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez suivre nos contenus en utilisant un VPN parce que nos sites, contrairement à ce qui a pu se dire, sont toujours bloqués. maghrebemergent.info et radio1.info. Merci beaucoup. Bloqué pour le public en Algérie. Quand vous résidez à l'étranger, vous pouvez y accéder sans VPN. Merci, à bientôt. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.